Pas mal de choses aujourd'hui. Vous allez apprendre le top 10 voire top 20 des plus gros salaires de Formule 1. On va vous parler. Il n'y a que 22 pilotes, je crois. Il n'y a que 22, donc mon top 40 ne tombe pas. On va vous parler aussi des résultats de Volvo, des résultats de Volkswagen. On va vous parler aussi des résultats de Stellantis avec la provision, enfin la charge exceptionnelle de 22 milliards. Et surtout, on va réagir à un mouvement qui est plutôt marquant. La première Ferrari 100% électrique où ils ont dévoilé son intérieur qui est assez original, qui est assez clivant, qui fait parler positivement comme négativement. On aura deux avis opposés, ça va être intéressant à suivre. Laissez-nous un petit pouce bleu. On embarque pour une demi-heure. Et bonne vidéo. L'actu principale de la semaine qui a fait pas mal parler dans le bon sens comme dans le mauvais parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir un consensus. C'est clivant, c'est Ferrari qui va sortir, ça on le savait, sa nouvelle voiture 100% électrique. Tout le monde pariait qu'elle s'appellerait d'abord Electrica, finalement elle va s'appeler Luce. En italien je crois que ça veut dire lumière, exactement. C'est un très joli nom, hein. C'est merveilleux comme nom en fait. Ouais, c'est Il y a un côté luciole et tout ça, moi je trouve ça génial. C'est plutôt sympa, ça sera probablement la voiture électrique la plus chère du marché parce qu'on parle d'un prix autour de 700 000 euros. À 700 000 euros, vous aurez une architecture 800 volts, une énorme batterie de 122 kWh, 4 roues motrices, plus de 1000 chevaux, un 0 à 100 en 2,5 secondes, une VMAX à 310 km/h pour un poids de 2,3 tonnes. Une Ferrari. Voilà. Ouais, ça, débat, tu vois, il va y avoir débat là-dessus. Première bizarrerie, fait marquant, originalité, c'est qu'au lieu de présenter son design extérieur, ils ont d'abord présenté son design intérieur. Et ce design intérieur, deuxième bizarrerie. T'as vu, on est sage, on ne dit rien. Alors il on a a juste envie de démarrer. Il a été fait en collaboration, là les images vont apparaître devant vous, avec le studio de design Apple dont j'ai oublié. Non, Love From, non c'est pas Apple en fait, c'est Johnny Ive, l'ancien designer d'Apple. c'est le designer, c'est le patron du design emblématique d'Apple. Mais c'est ça qu'ils sont allés chercher. Qui est parti d'Apple et qui a créé son studio de design avec Mark Newson. Et donc en fait, ce Johnny Ive est le papa de quasiment tous les iPhones, tous les iPads, tous les MacBook Air, tous les Apple Watch. Du coup, certains appellent ça comme un design by Apple. Les photos apparaissent devant vous. Ce qui est à la fois bizarre, c'est que c'est à la fois futuriste, à la fois rétro, à la fois minimaliste, mais à la fois pas tout écran. Donc vous avez beaucoup de boutons. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Il y a un traitement très haut de gamme avec des écrans OLED de Samsung, des écrans qui ne sont pas avec une devanture en plastique, mais une devanture en verre pour faire... Alain, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tu peux tourner l'écran comme ça. C'est assez extraordinaire. Un peu plus quali. Qui êtes-vous, monsieur? Je vois Alain qui dit. Est-ce que tu as une poignée pour faire ça pour le passager? C'est super. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils présentent d'abord le design extérieur avant le design intérieur avant le design extérieur. Et tu sens que Ferrari, ils ont besoin de se réinventer avec ce nouveau modèle parce qu'il va moins plaire aux fans purs et durs de la marque qui veulent du thermique pur et dur. Et là, si tu veux de l'électrique, il faut que tu ouvres un peu tes chakras. Vous en avez pensé quoi Jean, vas-y. On passe la patate chaude. Alors moi, je suis immense fan de Ferrari. Pour moi, Ferrari, ça a toujours représenté le summum automobile. Donc j'adore cette marque. Ça l'est. Oui, mais il y a des gens qui vont dire moi je suis plus Aston. Moi je mets vraiment Ferrari au-dessus de tout le monde. Pour moi c'est la marque automobile par excellence qui symbolise la passion automobile, c'est Ferrari. Et moi je suis, très honnêtement, après ça n'est que mon avis, moi je ne crois pas du tout au succès d'une voiture comme la Luce. Parce que finalement ce que tu achètes quand tu achètes une Ferrari, ce que tu vas payer, c'est évidemment une image de marque, c'est un design. Mais c'est pour moi avant tout une expérience de conduite et qui est vraiment rendue unique dans les thermiques avec des moteurs qui sont incroyables, que ce soit les V12 sur les GT ou les V8 pour les versions à moteur central. Et j'ai du mal je trouve que la valorisation de l'écart de prestations et de rêve entre une voiture électrique classique et la Ferrari Luce, même si elle est très belle, même si l'intérieur est très bien dessiné, je trouve que c'est bien qu'ils fassent appel à d'autres personnes pour... Je trouve que l'approche de dire on va faire différent est intelligente, mais pour moi, l'écart de prix entre un véhicule thermique haut de gamme et une Ferrari, il est justifié parce que tu as un supplément d'âme mécanique qui est incroyable, et je trouve que sur la Luce, la différence, ce sera, tu auras un beau design, tu auras l'image de marque, mais moi, je ne crois pas au succès du produit. En tout cas, parce qu'il y a aussi le sujet de l'autonomie, c'est que cette voiture elle a une autonomie qui va de 500 km, et que c'est même pas la médisante du marché sur l'autonomie. Donc selon moi, ça va être très compliqué à vendre. Alors juste avant que toi tu l'as démonté, Cédric va l'encenser. Voilà.
tu nous as parlé, tu nous as jugé la voiture, mais l'intérieur. Moi, j'aime bien. Enfin, de ce que j'ai vu, j'aime bien. Après, je suis J'ai impatient cru de voir. que tu n'appréciais Non, pas. si, Tu vois, l'intérieur, je me j'aime suis bien. dit, Après, tiens, je pense qu'il y a une vraie chose à voir, c'est les matériaux. Souvent, les Ferrari, les intérieurs, ils étaient, en termes de finition, c'était pas fou. Oui, Les assemblages c'est vrai. n'étaient pas fou. Tu avais un peu des boutons, des commodos de Punto. Mais à côté de ça, tu avais des cuirs qui étaient magnifiques. Tu pouvais personnaliser beaucoup l'intérieur. Tu avais un truc qu'ils avaient perdu qui était la traditionnelle grille de champ de vitesse en alu. Donc l'intérieur, je trouve beau, mais sous réserve que les matériaux soient beaux et notamment les cuirs. L'avocat du diable a parlé. Parole à la défense ou à la positivité. mettez-vous un tant soit peu à la place de Ferrari. Une carrière uniquement sur les thermiques. Ils sont au sommet de la pyramide. C'est-à-dire que c'est les seigneurs de l'industrie automobile. La boîte cartonne, rentabilité folle, tout va bien. Franchement, c'est la Joconde, c'est l'Everest. Patatras. Il y a Elon Musk qui arrive, qui change toute l'industrie, les gouvernements sont... Hop, il faut qu'on passe tous à l'électrique. C'est... Bon, bah, tu te dis, zut, moi je mettais du sucre et du beurre dans mes galettes, dans mes crêpes, maintenant on me demande de mettre de l'aspartame. Comment je vais faire? Donc, réflexion, d'ailleurs ce sont parmi les derniers à arriver au vrai 100% électrique. L'ensemble de la planète est en train de basculer. La Chine c'est aujourd'hui driver, et puis driver notamment les ventes. Un peu plus d'un tiers des immatriculations monde et 50% probablement des immatriculations électriques. Et bascule au tout électrique. Et les Chinois sont acheteurs de Ferrari. Et c'est eux qui ont des sous. Et c'est eux qui ont des sous. Donc tu te dis, il va falloir que je plaise à cette clientèle. D'autre part, la clientèle Ferrari, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, elle est plutôt âgée. Mais, et tu le sais très bien en tant que financier, tu as des nouvelles générations qui font des richesses très importantes, notamment en Asie. Eux, ils ont été éduqués avec ça, un iPhone. Au passage, l'iPhone, il a démoli pour les intimes. BlackBerry. BlackBerry qui regardait en disant, bah, bref. Donc Ferrari s'est dit, attendez, ces mecs-là, avec un design, ils ont pris l'ensemble du marché du smartphone. Ben nous, puisqu'il faut tout changer, on va aller chercher justement le designer de l'iPhone et on va lui demander de repenser complètement notre intérieur. Cette rumeur, elle avait commencé comme une rumeur. En disant, tiens, Ferrari a appelé justement un architecte intérieur qui serait celui de l'iPhone. Moi, j'y ai même pas cru. Je me suis dit, on va faire ça quand même, c'est pas possible, c'est tellement en dehors des clous et en dehors de leur ADN, ils l'ont fait. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait, tout à coup j'ai été rassuré, notamment même pour les fans. Ils ont un volant tout rond avec un tout petit nez plat, mais un volant tout rond comme celui Qui rappelle les Ferrari des années mais 70. tu te dis, mais alors qu'aujourd'hui, tu sais, tu avais sur les volants Ferrari qu'on aime, d'ailleurs, vous irez voir les essais sur vos diffs, mais avec l'intégration, LED les LED les au-dessus, clignotants, t'as plein de trucs, plein de boutons, le magnétino, enfin c'était l'impression d'être au volant d'une F1. Le Et là, Manettino reste. je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a un mix qu'on n'aurait jamais imaginé entre de la tradition, l'émerveillement et l'ADN même de Ferrari, et le meilleur de la techno et le meilleur de l'iPhone. Et pour les finitions, on n'en sait rien pour le moment, j'imagine que les cuirs vont être formidables, mais ça c'est remarquablement fini. Quand tu vois d'ailleurs le travail, notamment sur le design des écrans, je me dis, mais moi j'ai été vachement rassuré, je me suis dit, les nouvelles générations vont trouver leur point de repère, et qui sait si justement ça va pas devenir la Ferrari la plus vendue de toute l'histoire. Bah vous savez quoi? Je suis très content de vous avoir. Parce que dans cette vidéo, vous avez deux points de vue différents. Je vous écoute tous les deux. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans chacun votre point de vue, qui sont des points de vue assez différents. Et tant mieux. Dites-nous, parce que le débat est ouvert. Et sur les réseaux sociaux, c'était très clivant. Il y a eu des gros fans. Dieu sait que j'aime être d'accord avec Jean, et ça m'a coûté de devoir débattre. C'est pas vrai, hein. Tu m'as dit en off, Jean, je suis toujours contre. Tu racontes n'importe quoi, ça suffit. Non, ça c'était Alain qui disait ça. On enchaîne, on remercie le sponsor de cette vidéo. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous commencez à prendre l'habitude d'entendre parler de Distrimotor. Distrimotor, c'est quoi? C'est un des leaders français de vente de pièges d'échange standard. Le patron est super sympa. 0 km. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est une boîte française. C'est une boîte qui a été lancée en 1999. Ils sont en ligne depuis 2007. Ils sont 100% en ligne, basés à Annecy. Ils ont plus de 75 000 ventes à l'heure actuelle. Donc globalement, ça peut s'adresser aux particuliers si vous voulez acheter par exemple un moteur, une boîte de vitesse, un turbo, une culasse, injection, etc. Mais c'est plutôt pour les gestionnaires de flotte, les garages, les concessions. Et eux, en fait, quand tu dois remplacer un moteur, ils sont 50% moins chers. Quand tu as une voiture qui a par exemple 4 ou 5 ans, ou si une voiture tu as une qui a 3 ans ou 2 ans et demi, tu passes par le constructeur. Pour une voiture un peu plus âgée et tu veux faire un peu plus attention à ton devis,
bah là, ils sont relativement incontournables parce qu'ils sont entre 30 et 50% À chaque fois que tu le moins dis, chers. j'ai Ouais. beau le savoir, mais la moitié de prix en rabais, je bug tout le temps. Je dis c'est génial. Ils sont aussi bien notés, donc ça c'est plutôt bien. Ils sont notés 4,7 sur 5. De toute manière, on vous met le lien en description. Et en plus, ils sont dans une thématique qui est assez intéressante, où en fait, il faut passer, c'est de passer de plus en plus, de passer par des pièces automobiles remises à neuf, plutôt que d'acheter des pièces neuves. Parce que d'un point de vue écologie, d'un point de vue économie circulaire, c'est beaucoup mieux. Et eux, ils sont en plus dans cette thématique. Ils y étaient en avance de phase. Et maintenant que ça devient à la mode, du coup, c'est en expansion. Donc on vous met le lien en description. Distributor. Mais n'hésitez pas. On enchaîne cool chaîne, comme on dit chez les MTM. Salaire de la F1, nous, toi, Cédric et moi qui sommes des F1 Tix. Ah oui, fais-nous tes petites. Ouais. Allez, Alors, tes ouais, petits donc mystères. déjà, Alors, le 8 mars, c'est un grand jour parce que la saison de F1 reprend. Ouais. Saison 2026 qui s'annonce passionnante parce qu'il y a plein de changements réglementaires, voitures plus petites, nouveaux moteurs, aéroactifs, donc tu verras les voitures en ligne droite. Avant, tu avais juste le DRS qui s'ouvrait, tu avais juste l'aileron arrière, l'aile de l'aileron arrière qu'on pouvait lever pour aller plus vite en ligne droite. Là, tu auras de l'aéroactif, y compris à l'avant, donc tu vas avoir les ailerons qui bougent. Qui dit une nouvelle réglementation dit potentiellement carte rebattue pour le championnat, donc la saison s'annonce assez intéressante. est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de Le but, c'est de le rendre plus spectaculaire. Il y aura des modes différents sur les voitures. En fait, la gestion même des pneumatiques et du moteur va changer parce que tu auras accès à des modes boost. Donc, il y a plein de choses, il y a plein d'inconnus. On ne sait pas si. Parce que ce qui se passe souvent. Pardon, je rigole parce qu'il pleut. Ouais. Parfois, quand tu as des changements de réglementation, tu as une écurie qui trouve un truc et qui prend une énorme avance. Donc là, on ne sait pas si une écurie va trouver un truc. Il y a apparemment Mercedes qui aurait trouvé une petite astuce pour avoir un moteur plus puissant et un taux de compression qui n'est pas le même à moteur chaud et moteur froid. Enfin bref, la saison s'annonce passionnante. Et du coup. Les salaires, tu fais les plus salaires. Je fais autant de teasing que moi. Alors, quels sont, Les selon sous vous, les pilotes les mieux payés Oui. et combien ça représente Vincent, toi qui es. Bon, toi, t'as l'info. Hamilton alors, non Hamilton est deuxième. La méga c'est star de F1. Verstappen. Verstappen. C'est ça. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et après, ce qui peut être assez. Il y a un gros écart en fait entre les Oh, premiers et les autres. Il y a ça, Je et puis cherchais parfois un des gros parapluie. écarts entre les équipiers. Oh, mais c'est bon. 1 Verstappen, 70 millions de dollars. 2 Hamilton, 60 millions. 3 Leclerc, 34 millions. Donc là, ce qui est amusant, c'est que Leclerc, qui était plutôt plus rapide que Hamilton l'année dernière, il est payé pratiquement 2 fois moins. Après, finalement, son impact marketing n'est pas le même. Et puis Hamilton, il est 7 fois champion du monde. Donc forcément, ça se. Ça débute à combien T'en as qui Alors qui- les qui premiers, roulent en pour fait rien ou non, pas en fait là c'est un peu bizarre, ça débute à moins d'1 million pour Colapinto et Lindblad qui est le seul rookie de l'année 2026. Mais en fait ces pilotes-là, en fait ils viennent avec un budget. Donc finalement ils coûtent moins cher à l'écurie que ce qu'ils rapportent. Ok. Donc voilà, c'est pas eux qui payent directement pour conduire en Formule 1. Mais ils viennent avec des sponsors qui contribuent à financer l'équipe. Mais bon, ça veut dire que ça varie en gros de 1 million à 70 millions d'euros par an. Et il y a parfois des différences amusantes dans une écurie. Par exemple, tu vois, tu peux dire que chez Alpine, par exemple, Gasly est à 12 millions quand Colapinto est à 1 million. Donc finalement, Wow. c'est Oui, t'as fois des 12. écarts quand même. Considérables. Ocon était. Alors, en même temps, Gasly était bien meilleur que Colapinto l'année dernière. Mais chez Haas, par exemple, où il y a Ocon et Biermann, Ocon il touche 7 millions là où Biermann n'est qu'à 1 million alors qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière. Donc peut-être que lui il va renégocier son contrat l'année prochaine. Birman était meilleur que Ocon. Il était plutôt plus rapide en essai. Après Ocon il est très bon en course, il est très régulier, mais en tout cas oui, il y a eu plusieurs séances de qualification où en tout cas il comprenait mieux la voiture qu'Ocon, il arrivait mieux à la faire marcher. Question comptable, Oui. j'imagine que chaque écurie, pour réunir ses fameux revenus, Oui. enfin en tout cas ce qui permet de payer les pilotes, Mm. ça vient de quelle caisse? Ça vient Alors tu vois les gros revenus c'est les droits télé et c'est pour Ok. ça que les droits télé ils sont attribués en fonction de ton ton classement au championnat du monde. Donc c'est pour ça que parfois, entre être 6e du championnat et 7e du championnat, c'est un vrai impact sur la redistribution des droits télé. Et puis après, tu as évidemment les les sponsors. sponsors, mais les sponsors, ils sont, c'est la conséquence assez directe finalement de tes performances sportives. T'as une Et- idée du budget d'une écurie? Moi, j'y non, connais. je sais plus. Alors, je sais qu'il y a des. il y a- C'est il y a pas des- 250 millions, un truc comme en ça tout cas, il y a des, On il y a garde- des- on il y a garde des ce plafonds, repère, ouais, il y a des ouais. plafonds de développement parce que ça va atteindre des sommets dans les années 2000 et donc là les équipes sont limitées en termes d'essais privés et en termes de développement, en termes de nombre de moteurs pour que tu peux essayer de lisser utiliser. un peu le Et- truc. et- Parce exactement. que si tu mettais 1 milliard, tu devenais Mais en fait, il y avait une époque où il y avait des moteurs spéciaux pour les qualifications. Enfin, tu avais des. Non, vraiment, les trucs. À Donc, côté, le Dieselgate, c'était Voilà. que dalle. Hein. donc oui, ils essayent de limiter un peu les coûts. Après, de manière globale, la F1, depuis qu'elle a été rachetée par Liberty Media, donc un groupe américain, elle sort. Enfin, Qui produit notamment Drive to Survive. voilà, en fait, ils s'orientent beaucoup plus vers. Enfin, c'est un spectacle de plus en plus. Donc Du après, il faut divertissement. trouver le bon compromis entre du divertissement et L'entertainment. rester malgré tout un sport parce que ça reste la discipline ultime du sport automobile. Donc il y a un subtil équilibre à trouver entre
on va dire, les puristes qui veulent, qui veulent une F1 le plus proche possible des anciennes règles et toutes les nouvelles générations qui suivent les F1 et qui veulent des grands prix, des grands prix mouvementés. Ça y est, j'ai envie de regarder la nouvelle saison. C'est le 8 mars. Quand c'est le 8 Super. mars. Ben, merci Et a beaucoup. priori, la Mercedes serait pas mal. C'est Et dans les Australie. Australie. Et il y a les essais, enfin, il y a des essais secrets la semaine dernière. Là, c'est des essais privés cette semaine. Donc on y va sans doute un peu plus clair cette semaine. Et puis de dire qu'il y a des nouvelles écuries, puisque Audi Il débute y a le Cadillac. championnat. Et Cadillac Alors, aussi. Audi, en fait, ils reprennent une écurie existante. Ok. Mais pour le coup, c'est quand même une nouvelle arrivée. Et Cadillac, c'est vraiment une nouvelle écurie. C'est clairement pas les favoris pour l'année 2026. A priori, ce qui se dit, c'est que Mercedes serait très bien, parce qu'ils ont trouvé une innovation technique sur le moteur qui fait qu'à priori, ils auraient plus de puissance. Un Le moteur avantage. Mercedes, il équipe beaucoup d'écuries, mais apparemment, l'écurie Mercedes, donc châssis et moteur Mercedes, serait assez prometteuse. Il y a Ferrari qui a fait des bons temps aussi, mais Ferrari, c'est un peu comme. Alors, je vais faire un parallèle qui va pas beaucoup plaire. C'est un peu comme l'OM que les matchs de préparation. Souvent, l'OM, quand il y a un match de préparation, les mecs s'enflamment et ils disent qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Et patatras. Donc, Ferrari, il y a beaucoup de passion autour. Tu Donc, restes tout seul dans ton truc. hein. voilà. Donc, j'étais au parc dimanche, très belle démonstration. Et Ceci Alpine, dit, Je te laisse à nouveau tout seul dans ton Voilà. truc. Et Alpine, Alpine, ils vont avoir un moteur Mercedes, donc c'était compliqué pour eux ces 2 dernières saisons. qui Je est, pense que qui ça va est être beaucoup énorme débat. hein. mieux. Oui, ça, oui, après, c'est. En fait, Énorme c'est- débat philosophique. non, mais il y avait une expertise Renault, il y a une historique Renault, Viry-Châtillon, qui était incroyable. Le moteur était objectivement Qui pas devrait bon te ces fermer, dernières d'ailleurs, années. Viry-Châtillon. Mais oui, avec le moteur Mercedes, ça ce devrait être moment, oui, mieux. c'est un peu Mais bref, il y a plein d'incertitudes et la saison s'annonce passionnante. On enchaîne un peu. Ce que vous ne savez un peu moins dans le grand public, c'est qu'en ce moment, c'est la période où chaque constructeur en France présente ses résultats. Donc, tu nous avais parlé d'Xpeng dans une précédente émission. La semaine dernière. Là, cette semaine, tu as été voir les résultats France de Volkswagen. Donc, Volkswagen, c'est Volkswagen Group. Donc, c'est Cupra, Audi, Skoda, Volkswagen. Je crois que j'ai à peu près tout. Porsche, probablement. Porsche est toujours un peu à part. Et il a aussi fait Volvo. Qu'est-ce qui Exactement. s'est passé alors Et Volvo marche cher à mon cœur. Alors, vous le savez, hein, le climat est pas des plus festifs en ce moment pour l'industrie automobile. Volvo à l'international. Alors, combien ont-ils fait de ventes? Est-ce que vous vous souvenez de l'année dernière? Combien Putain, d'unités? aucune idée. Au monde, je dirais 300 000. Alors, au monde, c'est plus que ça. C'est 710 000 ventes. Mais Ouais, c'est en retrait de beaucoup. 7% par rapport à 2024. Ils ont fait, pour l'anecdote, ils ont fait 171 000 PHEV et 151 000 purs électriques sur l'ensemble du globe. Le marché le plus important reste l'Europe avec 330 000 ventes, mais en retrait de 10%. Et suivi par la Chine, 149 000. Le groupe Volvo, c'est Geely derrière. Oui, tout à fait. hein. Et les États-Unis en retrait de 3% à 121 000 unités. Une chose quand même à retenir, c'est que les Volvo électrifiés représentent dans le monde quasiment une Volvo sur 2. Et en Europe, c'est 62% des ventes de Volvo qui concernent un modèle donc soit PHEV, soit entièrement 100% électrique. Alors comment ça se passe en France? En Eh ben, France, en France, il y avait une formidable année 2024. Oui, on a sans doute anticipé quelques ventes de 2025 parce qu'ils faisaient beaucoup de PHEV qui ont eu un malus au point en 2025, donc qui ont été électrifiés en 2024. Je C'est- connais des gens qui ont fait ça. Moi Voilà. aussi. des gens très bien. hein. Très bien. Oh, mais alors là, enfin la reconnaissance. Enfin, pas si bien en fait, Ah, quand mais tu les merci, connais vraiment merci bien. de le dire. Extraordinaire Mais d'ailleurs. eux, ils ont été flingués par la fiscalité, non Et La alors, donc- fiscalité Non, mais française. attends, tiens-toi bien. Moins 34% en France. Ils sont Mais c'est passés que de à quasi- cause. Ils sont passés de 20 000 unités à 13 000 et ça n'est la conséquence directe que de la fiscalité hexagonale. Parce que dans les autres pays, ça se comporte très bien. Alors, Et a priori, le plan produit, on est tous d'accord tous les trois pour dire qu'il est bon. Oui. Juste pour rentrer un tout petit peu dans les détails sans vous noyer. Ouais. L'avantage en nature dont Jean nous a parlé a flingué Volvo pendant les premiers 6 mois. La taxation évidemment sur le poids. L'éco-score, ils ont attendu très longtemps que le X30 fabriqué en Belgique à l'usine de Gand soit éco-scoré. Ils ont attendu même anormalement longtemps. Parce que Anormalement le X30, longtemps. qui a été rapatrié à l'usine de Belgique, normalement, dans un mois, tu as l'éco-score. Et l'éco-score, quand tu as une flotte d'entreprises qui sont Ça joue 70% tout, ça des joue votes, ça fait tout. C'est Et eux, ils ont eu 4 mois ou 6 mois pour l'avoir. atermoiements anormaux. Ok. Confusion sur la TVA, bref, tout ça, ça les a complètement, enfin, disons le mot, atomisés pendant les 6 premiers mois.
L'impact réel, eh bien, c'est moins 40% de ventes sur le XC60, qui est quand même le ténor de la gamme, moins 77% sur le XC90. Ouais. Et ben ouais, l'impact fiscal hexagonal a été destructeur sur les résultats Après, ça de devrait Volvo être mieux, France. je pense, cette année, parce qu'il y a le X60 qui arrive, le X30 est éco-scoré. Exactement. Alors là où je voulais en venir, c'est que l'objet de cette intervention n'est pas d'être polémique, mais simplement de mesurer que les conséquences fiscales. La Pologne n'a pas la fiscalité qui est celle de la France. Il n'y a La pas Pologne- d'interventionniste. L'État n'est pas interventionniste. alors, L'État quand même promeut effectivement des règles respectueuses dans l'environnement, Ok. mais n'impose pas des amendes drastiques. Résultat, le marché polonais est comme ça. L'économie polonaise d'ailleurs est citée désormais en exemple. Et pendant justement la conférence de presse, Volvo disait, écoutez, un marché qui fonctionne normalement, c'est la Pologne. Et la Pologne, on est comme ça. En France, voilà, chacun en tirera les conclusions qu'il voudra. Alors heureusement, Sans être polémique, c'est quand même un peu triste. c'est triste, parce On que se flingue en fait. c'est de la TVA On se en flingue moins. nous-mêmes. T'imagines, t'as perdu. Bien sûr que l'écologie, il faut améliorer les choses. Tu mais- perds 7000 bagnoles. Enfin, Et alors surtout, en plus, tu perds des modèles qui étaient le XC60 en prix facial, c'est des prix élevés. Le XC90, ce sont des prix élevés. Donc tu perds autant 20% de TVA. Et aujourd'hui, ils vont essayer de faire leur gras avec le X30, mais qui coûte moins cher que les modèles qui auparavant les faisaient vivre. Tu as aussi comme conséquence la rentabilité du réseau. La rentabilité du réseau, tu as un tiers qui s'en sort, un tiers qui est juste à l'équilibre, et tu as un tiers du réseau Volvo en France qui est dans le rouge. Ouais. C'est historiquement grave. Il doit être bien accueilli parce que pour ceux qui nous découvrent, tu es quand même le premier courtier location longue durée de France, donc tu vends des milliers de voitures. Ouais, La gamme Volvo, le X60. Ah, les clients, alors le X60 pour le coup, il n'y a eu que quelques photos, mais on a beaucoup d'intérêt de clients. La voiture techniquement elle est très aboutie parce qu'en gros elle reprend les performances du iX3 qui était jusqu'à présent la référence de la catégorie. Elle a une super autonomie, elle recharge en 800 volts. Je trouve que le design il a bien évolué, il est bien modernisé. Il y a peut-être quelques réserves sur l'intérieur et le design du volant qui fait pas c'est l'unanimité. c'est le même remarque. Mais quelle en tout voiture cas ils ont un bon produit. Je pense que là ils ont clairement un bon produit. Donc Volvo envisage 15 000 ventes en 2026, donc évidemment fort de le X30 éco-scoré, de l'arrivée de le X60. Alors le X60, super nouvelle, il y a déjà plein de mecs, sans doute comme moi, qui se le configurent et qui disent j'en veux un, j'en veux un. Il y aura l'usine en fait de production pour l'Europe a déjà limité à 1550 unités maximum en 2026 de XC60 pour la France. Tellement les demandes sont donc en fait, il va y avoir plus de demandes que de ventes possibles. Et Volvo France expliquait qu'ils imaginaient qu'ils pouvaient faire 5000 EX60 si c'était libre. Se dépêcher. Donc ça risque de très bien marcher. Volkswagen, moi je l'adore, hein. Le X60 c'est... On a déjà fait le précédent. Oui, mais je l'adore. On a déjà fait le précédent sur le X60. Et dis-nous très rapidement sur Volkswagen aussi. Alors, tu veux nous parler de Volkswagen. Volkswagen au plan mondial c'est 8 993 900 unités. En retrait de moins 0,5%. Bref, on peut dire que c'est assez marginal. Les USA, c'est 947 000 ventes. L'Europe reste la locomotive avec 3 380 000 unités. C'est notre champion européen. Hein. Ouais, voilà. Et la Chine drive quand même un petit peu malgré des contraintes là-bas avec 2 694 000 unités. En France, le groupe progresse de 0,5%. Dans le marché, un moins 5. Dans le contexte qui est celui-ci, c'est même, je pense, une surperformance du marché. En vrai, que tu sois d'accord ou pas, quand un marché est à moins 5 et que toi tu es à plus 0,5, tu surperformes le marché. C'est mathématique. Sur l'ensemble des marques, Audi, et au-delà du biais qui est le mien d'aimer cette marque, se débrouille très bien. D'ailleurs, on a essayé on va pas faire l'essai du Audi Q5, mais pour une prochaine vidéo que vous allez bientôt voir, on a pas mal roulé un Audi Q5. J'ai été surpris. Et toi, tu as adoré. Tu m'as même appelé, tu m'as dit j'adore cette voiture. Et même le regard des gens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant, tu vois, ils regardent après, on avait une très jolie config. Mais l'équipe de tournage de Sans-Born avec... Ouais, elle a trouvé bien aussi. Ils ont tous dit, j'étais surpris. Ouais. Ils nous disaient, mais vous êtes habitués. Il y a deux choses sur Volkswagen, c'est qu'effectivement en France ils s'en sortent bien parce qu'ils font les conditions, ils sont agressifs commercialement, c'est aussi un impact. Mais je réfléchissais, en fait, jusqu'à il y a quelques années, en fait, on disait que Volkswagen était très en retard sur l'électrique. Et c'était un peu l'exemple du géant européen qui n'avait pas su s'adapter. Aujourd'hui, alors je crois qu'ils sont premiers électriques en Europe, je crois. Hein. Exactement. Mais surtout, ils ont une gamme. La gamme la plus large. En fait, ils ont quand même une gamme qui est très vaste, avec des produits qui sont très cohérents. Donc à la fois des petites voitures pas trop chères qui ont des bons niveaux d'autonomie, notamment chez Skoda, ou une voiture comme l'Elroq finalement, elle est bien placée. Et en haut de gamme, des voitures
en 800 volts avec des grosses autonomies qui rechargent vite. Donc là, je trouve qu'ils ont rattrapé à l'heure où certains leaders du marché stagnent un peu. Je pense à Tesla qui ne renouvelle pas beaucoup ses produits. Et je trouve qu'eux, ils ont vraiment pris le taureau par les cornes, mais ils ont réussi à vite rattraper leur retard parce que le lancement de la ID3, c'était quand même la catastrophe. Et là, maintenant, ils ont une gamme qui est vraiment bien. Mais même le C'est restylage de exactement la ce qu'ils ont ID3, pour moi, expliqué. Ouais. le restylage de la ID3 est symptomatique de cette remise en avant. La ID3, quand elle est sortie, beaucoup étaient un peu déçus, ou l'intérieur n'était pas au niveau qu'on attendait Volkswagen. Et tu vois, ça n'a pas tout changé le restylage. Mais nous, on avait fait l'exercice de mettre une ID3 phase 1, une ID3 phase 2, et on avait été surpris que pour un simple restylage, il y avait tant de qualité perçue. Il y a un soin, Ils sont ouais. bougés. Tu sens qu'ils sont réveillés. Pardon, juste un petit truc. Détail, Skoda Fabia. La Skoda Fabia en 2022, le loyer était à 209 €. Ils ont pris le taureau par les cornes. En 2026, il est à 199 €. Donc il dit, on entend les critiques justement C'est trop sur cher. la cherté de nos voitures et on va faire en sorte de baisser nos loyers. Non, mais ils sont très agressifs Ils t'ont demandé commercialement. 50 000 € de Exactement, premier loyer. exactement. C'est vrai, c'est une blague. Après, Parce que Vous c'est déconnez, sans- mince. en plus, c'est sans apport. Voilà. Je fais une dernière news si vous voulez très vite. On arrive un peu après la bataille parce que c'est sorti pile le lendemain du dernier journal d'actu. Mais on ne pouvait pas ne pas vous parler de ce qui a fait un peu un tremblement de terre vendredi avec une chute du cours de bourse de Stellantis de 25%. Parce que Stellantis annonce une charge exceptionnelle de 22 milliards. Donc le titre de bourse, la valeur de la société en une journée a perdu 25%. Globalement, ce qu'il faut, c'est la nouvelle direction. Donc Antonio Filosa qui a remplacé Carlos Tavares. Carlos Tavares qui a bon et mal dos parce qu'il a bon dos parce que globalement il se fait un peu équiper la nouvelle direction en disant il y a eu des mauvaises... Mais toutes les nouvelles directions ont tendance à un peu charger l'ancienne. C'est un peu... Donc lui il s'est un peu fait équiper à juste titre et peut-être sur certains trucs à moins juste titre. Mais globalement, ce qu'il faut que nous on prenne du recul, c'est quand tu parlais de Volkswagen. Volkswagen sur l'électrique, quand l'autorité a imposé aux constructeurs, c'est pas les constructeurs qui ont choisi de passer à l'électrique, ils ont dû sortir 180 milliards. D'investissement. La valeur de Volkswagen en bourse, c'est 50 milliards. Donc c'est plus que 3 fois leur valeur d'entreprise qu'ils ont dû investir. Et là, l'autorité a dit, allez, plein de balles sur l'électrique parce que c'est ce que vous allez vendre. In fine, ça prend, mais ça prend beaucoup moins que ce que tout le monde anticipait. Et toi, quand tu t'es lancé dans des investissements colossaux, à 180 milliards, donc Stellantis étant un très gros en Europe, ils n'ont peut-être pas mis 180 milliards parce que Volkswagen c'est le plus gros, mais en tous les cas, ils ont dû mettre une centaine de milliards. Bah du coup, quand ça prend moins vite que ce que tu penses, eh bah 22 milliards de dire bah on s'est trompé sur 22 milliards, ça peut s'entendre. C'est pas vraiment festif. Voilà, et alors après, il ne faut pas non plus les dédonner de tout. Il y a des trucs qu'ils ont peut-être un peu moins bien gérés, ils sont en train de mieux les gérer. C'était le PureTech, Takata, ils ont un peu pris pour tout le monde parce que finalement ça... Mais le monde, quand tu es constructeur auto aujourd'hui, on te dit investis plus que ce que tu vaux, pleine balle sur l'électrique et ça se passe pas comme tu veux, sachant que toi, tu n'as rien demandé, c'est délicat pour tous les constructeurs. Donc faut que vous ayez une lecture aussi avec un peu de hauteur. Oui, ils ont mal fait des choses, mais il faut se rendre compte qu'en ce moment, quand tu es constructeur, c'est vachement dur. Les voitures sont chères et pourtant tu gagnes pas d'argent quand tu les vends. Ah bah voilà, c'est assez... Non, c'est très compliqué. Ouais. On croise les doigts quand même pour l'avenir de Stellantis, évidemment. Hein, tous. Soyons un peu chauvins. c'est... Bah, Alors après, Stellantis... C'est américain, enfin, Oui, c'est Stellantis. italo-américain. Après, il y a évidemment Alors certains Peugeot disent qui que pèse beaucoup. Stellantis est apatride. D'abord parce qu'ils ont une collection de marques incroyable. Le siège est à Amsterdam. C'est des marques de différentes nationalités. C'est très particulier. Le comme- gros des ventes est aux États-Unis. Oui. Donc par exemple, une grosse partie de la perte, oui, pour le coup, l'électrique aux États-Unis, c'est pas qu'ils ont stoppé les aides, c'est qu'ils ont complètement rétro-pédalé. Donc toi qui étais pleine balle sur l'électrique, bah là, t'es un peu comme un idiot pour pas dire autre chose. Et puis l'actionnaire, c'est italien, c'est John Elkann qui est quelqu'un de formidable. Enfin bref, ça doit. Franchement, moi je pense Mais à eux. et sachant, on après est j'arrête. tous entrepreneurs, mais j'ai- comment tu ferais? Ouais. Après, je vais arrêter là sur Stellantis. Mais ce qui arrive à Stellantis, un mois avant, Ford a fait exactement la même chose avec des montants faramineux. General Motors, ça fait exactement la même chose avec des montants faramineux. Vendredi, ce qu'on retrouvera sur la chaîne, un fan de thermique, mais un gros fan de C'est thermique, quoi donc? a acheté une Porsche Macan électrique. Ah, je le Ah, connais. génial! Je le connais. Ah, Je le génial. connais. Et il va nous expliquer comment ça se passe. Voilà, Vincent Méchin qu'on Ouais. embrasse évidemment. La bise à mamie, laissez-nous un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et à très vite. Et vous n'avez pas bientôt. répondu à la question. Qu'est-ce que vous feriez à la tête de Stellantis? Comme on n'a pas fini de finir, Je on sais a pas. débordé. Je sais pas. La réponse au prochain épisode. Ouais, À exactement. très vite.